beaucoup plus rapidement, puisqu'ils n'ont que des 0 et des 1 à se soucier, quoi, en fait. Ces 0 et ces 1, ça a un nom, on appelle ça des bits. Donc vous avez entendu parler de bits, ça fait 3 mégabits, ou en fait c'est ça, c'est juste un 0 ou un 1, c'est le nom, le bit, voilà. Et quand vous avez 8 bits, ça fait un octet. Et puis ici vous avez une petite table de conversion, donc qui vous dit que 1 kilooctet, donc c'est 1000 octets, 1 mégaoctet, c'est entre 1000 kilos, ça fait 1000 octets, et 1 gigaoctet, ça vous fait quelques millions, enfin 1000 mégaoctets. Derrière, etc. Donc on comprend un petit peu donc mieux l'histoire de base. Alors vous allez voir pendant la visite qu'on va voir des machines qui avaient des stockages. Donc maintenant on est sur les ordinateurs actuels, on est dans les stockages au niveau de disques durs, etc. On est dans les 500 gigaoctets, voire le téraoctet en fait, donc l'unité suivante. Vous allez voir ici des ordinateurs qui n'avaient qu'un kilooctet de mémoire. Donc on est sur des choses, on peut se demander comment on faisait pour faire tout tenir. Ben, on y arrivait, on faisait les choses un petit peu autrement à cette époque-là, quoi. Alors, les premiers ordinateurs, on utilisait les relais. L'intérêt, donc le relais, ça fonctionne en fait, on a une bobine qui va commander un circuit, qui va donc commander en fait mécaniquement l'ouverture ou la fermeture d'un contact. Le problème, c'est que c'est lent, c'est pas très fiable. Alors dans les années 40, il est juste, voilà, fermer la porte, voilà. Je vais continuer sur le... Juste fermer la porte, ouais. Juste, donc entre les années 40 et les années 50, on utilisait en fait le tube pour arriver à faire des commutations derrière. Si vous voulez, j'ai commencé, si vous pouvez écouter là, si vous voulez le... Vous pouvez écouter si vous voulez, hein, ça vous en saurez un petit peu plus. Il y a un terreau à la fin, non? Il y aura interrogation. Il y aura un terreau à la fin. Donc dans les années 40, entre les années 40 et 50, donc on utilisait en fait ça, donc ce qu'on appelle donc des lampes ou des tubes. Ça fonctionne plus ou moins en fait comme un relais, sauf que bon, ça a une chose, un aspect un petit peu différent, et c'est un petit peu plus rapide. Ça chauffe aussi beaucoup ce genre de choses. C'est un des gros problèmes, et en fait il y avait des durées de vie qui étaient relativement limitées avec ce genre de choses, parce que plus ça chauffe, plus la durée de vie en fait est limitée, quoi, en fait. Et la taille, ici, on a un exemple en fait d'une salle informatique, donc des années au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'était en gros la moitié de la salle informatique, et bon, on aurait tout juste tenu en fait dans l'électrodrome pour avoir un ordinateur à l'époque, d'une puissance qui était bien inférieure à ce qu'on a maintenant, quoi, en fait. Hein. Donc arrivé donc dans les années 50, à une invention qui était assez géniale, qui est ça, qui s'appelle le transistor en fait. C'était plus ou moins, c'est plus ou moins la même chose qu'un relais et plus ou moins la même chose qu'une lampe derrière. Mais son avantage en fait, c'est que la consommation est relativement faible et que c'est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que vous voyez, bon, la taille pour avoir, ne serait-ce que la lampe avec les périphériques derrière, on est quand même beaucoup plus petit, donc on peut arriver sur des choses, réduire un petit peu le fonctionnement des ordinateurs. En 1960 est arrivé en fait le semi-conducteur. On a en fait arrivé le circuit intégré, pardon, dans lequel en fait, dans un petit boîtier comme ça, on a arrivé à mettre un certain nombre donc, de transistors. Donc on arrivait à réduire la taille, à réduire un certain nombre de choses. L'avantage de ce genre de choses, c'est qu'on a beaucoup plus de transistors à l'intérieur, donc on réduit la taille et la consommation est réduite. Donc même aujourd'hui, quand vous avez des ordinateurs qui chauffent un petit peu, c'est rien par rapport à ce que c'était en fait dans les années 40, 50, 60, voire 70, quoi. Donc en 1970, les premiers en fait circuits intégrés commerciaux, donc c'est ça, donc Intel, il y avait environ 2300 transistors. Donc ce genre de, des petits transistors qu'il y avait là-dedans, dans ce petit boîtier-là, il y en avait 2300. Donc on a déjà commencé d'intégrer. Et puis quand on est arrivé dans les années 80, on avait ça, un petit peu plus gros, mais là à ce niveau-là, on avait environ 8000 transistors. Donc 8000 de ces choses-là, on enlève le boîtier, etc., étaient entassés à l'intérieur. Donc ça c'était 1980, 10 ans plus tard. Et puis on arrive en 1990, avec des circuits intégrés comme ça, sur lesquels on avait environ 1,2 million de ces petites choses qui sont à l'intérieur de ça, pour faire le calcul. Donc plus on en rajoute, plus on peut faire de calcul avec les 0 et les 1, comme je vous ai montré tout à l'heure, faire les petites additions, comme il y en a plus, on peut faire plus de choses en même temps, etc., quoi. Donc ça va beaucoup plus vite. On avait à l'époque des fréquences qui étaient de l'ordre de entre 33 et 100 MHz par rapport aux gigahertz que vous pouvez avoir maintenant dans vos ordinateurs, quoi. Ça simplement il y a 20 ans, en 1990. Hein. Donc en 2011, on a des microprocesseurs qui sont sensiblement de la même taille, mais dans lesquels on a environ 300 millions de transistors qui sont intégrés là-dessus. Donc on a
puissances maintenant en machine qui sont absolument incomparables par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'époque, quoi. Alors un ordinateur pour quoi faire? Du calcul. Vous allez voir ici des calculatrices mécaniques qui vont dater des années 1900, il y a quelques calculatrices qui sont exposées en haut là, donc entre 1900 et 1970, les premières calculatrices en fait électroniques qu'on connaît sont arrivées donc au niveau des années 70, avec une limitation des opérations et des mémoires qui sont assez limitées. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça vous donne un ordre d'idée donc de genre de calculatrice qu'on avait à l'époque, avec lequel on pouvait faire dans les années 50, on pouvait faire en fait que des additions, quoi. Il y a quelques machines qui étaient un petit peu plus perfectionnées, avec lesquelles on pouvait faire aussi des soustractions, parfois des multiplications, mais c'était pas extrêmement pratique non plus, quoi. Le traitement de texte, alors c'est des choses qu'on fait maintenant, le traitement de texte de manière assez standard en utilisant Word sur votre PC. Alors on va vous montrer qu'entre les années 1910 et 1930, on faisait aussi du traitement de texte. Vous avez déjà sans doute vu des machines à écrire qu'on pouvait avoir avec, on appuie sur la touche et on envoie les différents caractères. Alors ici on a une machine à écrire qui est un peu particulière parce qu'elle a un petit quelque chose des périphériques qu'on connaît maintenant, des stylets ou des souris quelque part. Donc ici, comment ça fonctionne? Mais en fait, on a quelque part un clavier, on a les caractères en fait, qu'on souhaite imprimer, on choisit le caractère qu'on souhaite imprimer sur la feuille de papier, ce qui fait ensuite bouger, ici, commander le barillet derrière. Et quand j'arrive ici, donc sur la lettre T par exemple, j'appuie sur la touche, une seule touche, et là donc le barillet envoie dessus, et puis à condition que le ruban encreur soit toujours un petit peu d'encre à l'intérieur, j'imprime le caractère que j'ai pointé là-dessus, quoi. Donc voilà. Alors l'intérêt de ce genre de machine, c'est que maintenant quand vous utilisez un traitement de texte comme Word, vous allez changer vos polices de caractère, c'est très simple, vous avez quelques milliers de polices de caractère à votre disposition, et c'est relativement simple. À l'époque, avec les machines à écrire traditionnelles, c'était un peu plus compliqué. Alors, avec ce type de machine-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on peut démonter le barillet, changer ici la grille éventuellement pour par exemple mettre des caractères étrangers ou d'autres choses derrière. Donc pour l'époque, c'était quelque chose qui était assez intéressant, quoi. Donc ça c'est quelque part donc, les traitements de texte donc, des années 30. Voilà. Donc ça c'est donc les applications. Et puis après, dans les années 60 à 75, le développement de l'informatique en fait, était essentiellement orienté pour les grandes entreprises. On avait des gros ordinateurs qui coûtaient très cher. Donc c'était vraiment les entreprises les plus riches qui pouvaient se permettre d'utiliser ça, quoi. Et dans les années 70, milieu des années 70, sont arrivées aussi les premières consoles de jeux électroniques. Un peu aussi avant l'ordinateur du grand public. Aussi vous avez une console de jeu, donc ça c'est ce qu'il y avait, c'est assez drôle, hein, c'est ce qu'il y avait en ça il date de 1977. Et alors, vous aviez donc ici, vous pouvez sortir des manettes de jeu, vous aviez la direction, alors il y en a une en fait qui sera en démo, on pourra vous montrer comment ça fonctionnait. Et alors, on n'avait pas de CD-ROM ou de DVD ou de jeux comme par exemple sur les Wii ou les PlayStation, etc. On avait le choix entre 4 jeux à l'époque. Donc on avait le foot, la pelote basque, le mur et le tennis. Et puis pour le système de points, quand vous avez gagné la partie, vous ajoutiez votre score ici, quoi. Donc ça c'est les premières consoles. Donc c'était assez basique quand même, mais ça a quand même aidé ensuite à la révolution future de l'informatique. Cette console-là, ce qui était aussi, pour la petite anecdote, donc on est donc au milieu des années 70, et à ce moment-là, il y avait 3 chaînes de télévision. Il y avait TF1, avant France 2, ça s'appelait Antenne 2, et il y avait France 3. Et vous avez ici une pub donc, pour cette console de jeu électronique qui montrait l'arrivée de la 4e chaîne. Donc, ce qui est, somme toute, assez amusant pour l'époque, surtout par rapport au nombre de